Et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous accueillir dans Bienvenue en Ile-de-France, votre rendez-vous quotidien consacré à votre région et diffusé comme tous les jours sur Le Figaro TV. Près de 14 000 startups et 165 000 visiteurs. Le salon Vivatech vient d'ouvrir ses portes. Les nouvelles technologies se portent-elles bien en France? Je poserai la question à mes trois invités, Emmanuel Vignon, Xavier Latil et Baptiste Richard. Je vous les présente dans un instant. Nous nous pencherons sur le mystère de la reine Cléopâtre. Une exposition lui est consacrée en ce moment à l'Institut du monde arabe et si vous pensez bien connaître ce personnage, vous risquez bien d'être surpris. Enfin, au diable, les grands restaurants. Laurent Saloche nous emmènera cette semaine découvrir les coffee shops, des lieux largement sous-estimés. Nous verrons pourquoi. Soyez les bienvenus dans les studios du Figaro. C'est devenu un rendez-vous incontournable du secteur des nouvelles technologies. Le salon Vivatech vient de prendre ses quartiers pour 4 jours à la porte de Versailles. C'est sa 9e édition. Un salon inauguré hier, regardé par un Emmanuel Macron, tout sourire. Tout sourire et pour cause, puisque la pépite française de l'IA, Mistral et le géant des puces électroniques Nvidia ont annoncé hier un accord, un partenariat à la fois unique et historique, a estimé le chef de l'État sur le réseau social X. Tout cela est essentiel pour notre souveraineté et notre autonomie stratégique, a-t-il ajouté. Trois invités autour de moi pour en parler. Bonjour tout d'abord Emmanuel Vignon. Bonjour Alban. Vous êtes le vice-président de Théodo, un constructeur de produits digitaux pour des ETI et des grandes entreprises. Bonjour Xavier Latil. Bonjour Alban. Du groupe Barracoda, vous accompagnez quant à vous les entreprises dans leur transformation et leurs innovations. Et puis bonjour Baptiste Richard, j'y arriverai. Bonjour Alban. Merci également d'être avec nous. Vous êtes quant à vous cofondateur de Déjà Blue, entreprise spécialisée en bornes de recharge pour véhicules électriques et en optimisation d'énergie. Alors, ce partenariat entre Mistral et Nvidia, j'ai commencé par là, il doit permettre la création d'une plateforme cloud souveraine en Europe. Un cloud, ce sont les lieux, vous savez, où sont stockées les données. Alors écoutez, à ce propos, justement, Jensen Huang, le président de Nvidia, c'était hier à l'inauguration du salon. Today, we're announcing that we're going to build an AI cloud together here to deliver their models, as well as deliver AI applications for the ecosystem of other AI startups, so that they can use the Mistral models or any model that they like. And so Mistral and us, we're going to be partnering to build a very sizable AI cloud here. Le président d'Nvidia qui donc annonçait et se réjouissait de ce partenariat avec Mistral AI. Alors Emmanuel Macron, je le disais aussi, est très heureux, mais est-ce que en matière d'innovation, messieurs, nous sommes en retard aujourd'hui en France quand on parle de cloud et quand on parle d'intelligence artificielle? Emmanuel Vignon, je commence par vous. Oui, je pense qu'on est en retard, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a plus rien à dire et ça ne veut pas forcément dire que les jeux sont faits. Je pense que les annonces qui ont été faites hier à Vivatech, déjà, c'est la consécration de la France comme étant un champion européen. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, les newsletters de personnalités américaines qui font de la veille technologique ou des choses comme ça, ils parlent beaucoup, bien entendu, des langages de modèles, les grands langages de modèles américains, mais ils parlent aussi de Mistral, en fait. Mais ils ne parlent pas d'un équivalent allemand, dont peu de gens ont entendu parler, qui s'appelle Aleph, par exemple. Il y a un modèle aussi en Angleterre qui essaie de tirer son épingle du jeu, mais on n'en parle pas forcément. Donc au Coreco, on parle de nous quand même. Oui, quelque part, je prends ça comme c'est mon côté un peu optimiste, mais je prends ça comme quelque chose qui valorise, ou en tout cas qui doit nous chahuter, ou en tout cas qui doit nous permettre de prendre conscience qu'il y a une carte à jouer, qu'on a des actifs en France sur lesquels on peut capitaliser, sans forcément être extrêmement naïf sur le fait que les investissements aux États-Unis sont bien supérieurs à ce qu'on a en France, bien entendu. Mais je pense que on y reviendra un peu après, je pense, c'est un enjeu de responsabilité. C'est pas qu'une question de combien Emmanuel Macron va financer, on va envoyer de milliards pour la création de tel data center. Je pense que c'est aussi une responsabilité de chacun d'entre nous d'aller choisir, même si ça a des conséquences sur les performances ou des choses comme ça, d'aller choisir des solutions qui seraient plus respectueuse de notre souveraineté. Tout ne dépend pas de l'État, on va y revenir. Xavier Latil, vous accompagnez des entreprises dans leur stratégie d'innovation. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, on est un peu en retard? Bon, ce salon Vivatech, c'est une bonne vitrine, j'entends bien, on parle de nous, mais au-delà. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'on est en retard. On a accusé un retard assez important depuis de nombreuses années dans l'innovation, la technologie. On est en train de le rattraper.
Alors, est-ce que c'est sous l'impulsion de notre président de la République qui, depuis son arrivée, a voulu faire de la France la Startup Nation, l'innovation dans la tech? C'est possible. Il y a aussi une prise de conscience, je pense, au niveau européen, enfin français et européen, de se dire on est en retard, il va falloir qu'on le rattrape. Donc on est en train, petit à petit, de le rattraper, même si les investissements, comme vous l'avez dit, sont largement inférieurs. Donc, et c'est une vraie prise de conscience, je pense. Moi, je vois chez nos clients, certains nous disent, je veux absolument un cloud français. Je ne veux pas que les données de mes clients, je ne veux pas que les données de mes utilisateurs soient stockées aux États-Unis, en Chine ou ailleurs. C'est récent, ça, comme demande? Je dirais que ça fait plusieurs années, mais ça s'est accéléré. Et je pense que le président Trump est le meilleur VRP pour ça. Sa politique et la façon dont il traite les autres pays, que ce soit avec les taxes complètement délirantes, sa politique migratoire, etc., fait que les Européens et les Français se sont dit, oula, on va faire attention, il va falloir qu'on soit moins dépendant des outils américains, donc il faut qu'on rattrape notre retard et il faut qu'on privilégie des outils européens. Et donc ça accélère du coup cette demande de construire des choses à l'échelle européenne. Baptiste Richard, avec votre entreprise, avec Déjà Blue, vous êtes présent à Vivatech comme près de 14 000 autres startups. Alors si on a autant, c'est en partie pour rencontrer des investisseurs. Est-ce qu'on fait vraiment du business à Vivatech ? Bah oui, je pense que Vivatech, il y a évidemment plusieurs intérêts pour des entreprises et des startups comme la nôtre. Faire du business, je dirais qu'il y a cette relation intéressante entre les grands groupes et les startups. D'ailleurs, si vous visitez Vivatech, vous vous rendrez compte qu'il y a effectivement des stands de grands groupes qui hébergent des startups. Et donc, cette relation entre les grands groupes et les startups est très intéressante. Ça permet à ces grands groupes d'incuber l'innovation. Ça permet aussi aux startups comme les nôtres de rencontrer des grands groupes, de rencontrer des acheteurs, de rencontrer des décisionnaires. C'est ça votre objectif en participant à un salon comme Vivatech en tant que startup ? Je dirais que pour nous, il y a deux grands objectifs en participant à Vivatech. Le premier, c'est effectivement de rencontrer les startups et les entreprises de l'écosystème. Et après, il y a aussi une dimension visibilité. Il y a, comme vous l'avez dit, à peu près 165 000 visiteurs. Ça donne une vraie vitrine, non seulement en France, mais en Europe et dans le monde entier. Il y a des exposants qui viennent des quatre coins de la planète et c'est vraiment l'occasion pour les startups françaises de se faire voir à l'international. C'est d'ailleurs un salon qui est ouvert au grand public, mais seulement aux parties. C'est 3 jours réservés aux professionnels et 1 jour au grand public, c'est ça ? Voilà, absolument. Le samedi sera ouvert au grand public, tout à fait. Alors cette année, le thème de Vivatech, en tout cas l'un des thèmes majeurs, c'est l'intelligence artificielle. Je t'ai dit, l'an dernier, il y avait déjà de l'intelligence artificielle, c'était déjà un peu partout. Emmanuel Vignon, qu'est-ce qui a changé en 1 an dans ce domaine ? Il y a déjà une accélération considérable sur la qualité des modèles, et surtout depuis 6 mois. On a vu des modèles de raisonnement, ce qu'on appelle des modèles de raisonnement, c'est-à-dire des modèles qui sont capables d'effectuer des tâches complexes, qui vont nécessiter un enchaînement de plusieurs actions, et qui vont nécessiter, avant de fournir une réponse, de réfléchir au plan et à la manière, une succession d'étapes bien identifiées qui vont permettre à la fin d'aboutir à un raisonnement. D'accord ? Je prends l'exemple, si je veux commander une pizza, il faut que je commence par sélectionner... J'aime bien que vous soyez concret. Et en plus, à l'heure du dîner, c'est parfait. Exactement. Voilà. Donc, si on veut commander une pizza. Donc, je veux commander une pizza, il faut que je commence par identifier l'acteur. Est-ce que c'est Pizza Hut ? Est-ce que c'est Domino's Pizza ? Ou est-ce que c'est un autre acteur ? D'accord ? Une fois que je l'ai identifié, il faut que j'aille, par exemple, sur le site Internet. Une fois que je suis sur le site Internet, il faut que je choisisse ma pizza en fonction d'un certain nombre de caractéristiques qui sont les miennes. J'aime bien le fromage, je préfère une base tomate, une base blanche ou des choses comme ça. Il faut que je paye. Il faut que je donne mon adresse pour que la pizza puisse être livrée, ou alors que je choisisse de prendre mes pieds et puis d'aller directement la récupérer. Et donc c'est une succession d'étapes. Voilà. Bon, c'est bien entendu quelque chose de relativement simple et assez concret, mais on peut imaginer la même chose dans des processus d'entreprise qui sont plus complexes. De la planification, de la planification par exemple de containers qui arrivent, qui sont envoyés de Hong Kong au port d'Anvers et qui vont passer quelques jours sur le terre-plein. Tout le monde sait que plus je reste sur le terre-plein, plus ça me coûte cher. Et en quoi est-ce que l'IA permet d'optimiser toute cette chaîne d'action ? Il y a plusieurs capacités, des capacités de prédiction. En fonction d'un certain nombre de données que je vais récupérer, je vais être capable de prédire, parce que globalement, je suis sur des processus qui ont une forme de régularité. Et donc, je vais jouer sur les régularités du passé pour pouvoir essayer de prédire l'avenir. Ce qui est d'ailleurs
c'est une force et en même temps une faiblesse, hein, parce qu'en termes de créativité, on est assez limité, puisqu'on joue sur les régularités du passé pour essayer de prédire l'avenir. Mais c'est un autre sujet. Et une fois que j'ai effectué ces étapes de prédiction, eh bien j'utilise, et c'est ça qui est nouveau, les technologies de maîtrise du langage naturel pour pouvoir communiquer en langage naturel avec mes interlocuteurs. C'est là-dessus qu'on a fait le plus de progrès. C'est là-dessus qu'on a fait le plus de progrès depuis 2 ans, la gestion du langage naturel. Xavier Latil, quand on parle de ces modèles d'IA qui utilisent justement, qui sont capables d'utiliser, de générer des mots, de parler un langage, de parler le français, l'anglais énormément loin, il y a plusieurs modèles qui existent, qui sont concurrents. On a beaucoup parlé de DeepSeek, le modèle l'IA chinoise, il y a Grok, l'IA d'Elon Musk, ChatGPT, Mistral AI, la fameuse IA française. On pourrait y revenir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont véritablement en avance sur d'autres? J'ai envie de dire que malheureusement, ChatGPT a pas mal de longueur d'avance. Ils ont commencé avant. Ils ont eu des financements qui sont juste pharaoniques. On ne parle pas de quelques milliards de dollars, mais de dizaines, de centaines de milliards. Ils ont des équipes plus grandes. Tout simplement le pot de fer contre le pot de terre. Donc plus de moyens? Plus de moyens. Donc ils sont plus rapides. Mistral, grâce à quand même beaucoup d'investissements, beaucoup de, on va dire, ils ont été portés aussi par les politiques, parce que l'IA est devenu un enjeu politique en fait. C'est au-delà de la technologie. On va y revenir sur l'enjeu politique. Rattrape son retard, mais reste quand même vraiment en arrière. DeepSeek, les Chinois. On sens dubitatif. Nous, chez nous, en tout cas, on les utilise pas. Alors, parce que ça, est-ce qu'il n'y a que la performance qui différencie ces différents modèles? Parce que là, vous me dites, on n'utilise pas le modèle chinois. Alors, c'est pas qu'une question de performance. Là, ça va au-delà de la performance. C'est plutôt un frein psychologique et même politique, en fait, finalement, pour nos clients de dire, bah non, je ne vais pas utiliser une IA chinoise, merci. À la rigueur de l'OpenAI. C'est pas une question de limitation, par exemple. Moi, je pense qu'il y a vraiment c'est vraiment la performance qui est le critère numéro 1 aujourd'hui. Même si parfois, il y a des gens qui vont dire « bon, c'est chinois, je ne veux pas le prendre », mais ça tombe très vite dès qu'on est là et on fait des benchmarks de performance. Je me permets de réagir là-dessus. Je pense que DeepSeek, quand il est arrivé sur le marché, avait effectivement des chiffres absolument exceptionnels, c'est-à-dire que le temps d'entraînement, le coût d'entraînement était beaucoup plus faible que les autres modèles, le temps d'inférence et le coût d'inférence beaucoup plus faible également. Maintenant, on commence à avoir du recul sur ces modèles. Il y a eu quand même des sonneurs d'alarme et le fait qu'un modèle, on ne sache rien sur la façon dont il a été entraîné, il y a très peu de transparence là-dessus. Donc un modèle comme celui de DeepSeek ou n'importe quel autre peut avoir des objectifs cachés, peut avoir été entraîné avec des objectifs ou avec des contraintes spécifiques et pourrait par exemple orienter la population vers des croyances particulières et finalement être utilisé comme des nouveaux outils de propagande. Donc je pense qu'il y a quand même un vrai risque pour vous. Un vrai risque et au-delà des performances, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin et se demander quels sont les objectifs potentiels des personnes qui ont entraîné ce modèle. Oui, mais justement, faisons un petit exercice de pensée. Si jamais DeepSeek était vraiment meilleur que les modèles de OpenAI ou que les modèles de Google... Donc le modèle chinois. Voilà, si le modèle chinois était vraiment meilleur que les modèles américains ou que Mistral, les gens utiliseraient DeepSeek. En fait, ça ne tiendrait pas 3 minutes. Moi, je suis persuadé de ce truc-là. Dans le domaine personnel, probablement. Maintenant, ce qu'on a vu aussi, et pour revenir sur la question qu'est-ce qui a changé en 1 an, il y a 1 an, je pense qu'on était à l'arrivée encore de ces modèles structurés qui étaient utilisés surtout dans le domaine particulier. Et depuis 1 an, ce qu'on voit, c'est que la plupart des grands groupes of start-up, on a des versions internes à ces établissements d'intelligence artificielle qui sont protégées sur des clusters qui sont spécifiques à ces groupes. Ce qu'on appelle des agents, c'est ça? Oui, exactement. Je suis néophyte, donc je votre contrôle. Mais... on pourrait appeler ça des agents qui, du coup, je vais prendre l'exemple d'une entreprise du CAC 40 qui resterait dans le périmètre de cette entreprise avec globalement un cloisonnement des données, c'est-à-dire que tout ce qui est demandé au modèle ne sera pas envoyé à OpenAI ou ne sera pas envoyé à DeepSeek. Donc on garde, ces données dans le périmètre de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment structuré. Alors, messieurs, cela dit, tous ces projets, toutes ces intelligences artificielles, là, on parlait tout à l'heure de Mistral AI, des annonces qui ont été faites du partenariat avec NVIDIA. Ça coûte extrêmement cher. Ça coûte des dizaines de milliards d'euros, pour ne partir des centaines. On investit énormément. J'entends qu'il commence à y avoir des applications
solution pour des entreprises, mais est-ce que c'est rentable? Parce qu'aujourd'hui, le grand public, quand il voit l'IA, il l'assimile souvent effectivement à de la commande de pizza, alors sans du tout dénigrer l'intérêt que ça peut avoir, mais par rapport à l'investissement que c'est, est-ce qu'aujourd'hui on a une rentabilité? Alors, elle est difficilement calculable aujourd'hui, la rentabilité, puis ça va dépendre de quelle application on parle, parce que on peut... certaines personnes, il y a eu beaucoup de débats ces derniers temps, disent que ça va détruire de l'emploi, etc., mais ça va en créer d'autres. Donc c'est un peu le cycle de l'industrie, de la vie, c'est toujours comme ça. Il y a eu Internet, ça a détruit des emplois, ça a créé d'autres. Voilà, il y a eu les trains, par exemple, qui ont remplacé les chevaux, enfin bon, bref. Aujourd'hui, non, c'est pas rentable, parce que ça coûte des milliards, des centaines de milliards, comme vous dites. Par contre, ça va l'être sur le long terme. De toute façon, l'IA, on l'utilise depuis des années, en fait, on s'en rend pas compte. Enfin, même quand vous ouvrez votre téléphone avec une reconnaissance faciale, c'est une forme d'IA. Donc l'IA est partout, elle va continuer à se développer. On va avoir des gains d'argent, donc en termes de productivité, en termes business. Donc on est obligé de toute façon d'y aller. Emmanuel Vignon, vous le disiez un peu tout à l'heure, aujourd'hui l'IA, on investit énormément d'argent dedans, mais c'est aussi parce que c'est devenu un enjeu de souveraineté, un enjeu de puissance pour les États. Ouais, c'est un enjeu de puissance parce que quelque part, les États ont besoin des big tech pour exercer leur pouvoir régalien, ne serait-ce qu'en termes de sécurité. Qu'est-ce que vous appelez les big tech? C'est les grandes entreprises? Les grandes entreprises technologiques américaines, les GAFAM aux États-Unis et les BATI. Facebook, Google, Microsoft, tout voilà, cela, oui, dont on dépend aujourd'hui énormément. Malheureusement, ou heureusement, j'en sais pas, en tout cas, factuellement, on en dépend considérablement. Et donc, oui, donc il y a une réalité qui est d'ailleurs assez bien décrite dans ce livre qui est sorti l'année dernière de Asma Mala, que je recommande d'ailleurs, Technopolitique. Qu'on avait invité également. Voilà, et qui explique vraiment bien cette interdépendance en fait, entre les big tech et les big states. Donc les grands États ont besoin de ces grandes entreprises technologiques et les grandes entreprises technologiques ont elles aussi besoin de ces États pour adapter le cadre réglementaire, par exemple. Les voitures autonomes, on les voit à San Francisco, on ne les voit pas encore aujourd'hui en France, parce qu'il a bien fallu, et la Californie l'a fait, adapter le cadre normatif pour permettre à ces voitures autonomes de pouvoir circuler en toute légalité. Donc on a besoin de ces entreprises-là, mais cela dit, les États ont aussi besoin de les contrôler d'une certaine manière. Ouais, alors c'est un peu, je ne sais pas si c'est pot de fer contre pot de terre, mais je ne sais pas s'il y a... On parlait de la Chine tout à l'heure et de leur modèle En fait, chacun joue sur ses forces, c'est-à-dire que les États ont accès à l'organe législatif. Donc, quelque part, on peut contraindre cette partie-là. Mais c'est un vrai bras de fer, en fait, qui s'oppose. C'est-à-dire que, on le voit d'ailleurs avec Donald Trump. Donald Trump peut, du jour au lendemain, augmenter les droits de douane, ce qui, derrière, va avoir un impact sur un écosystème, une économie ou une portion de l'économie française. Et l'État français ne peut pas juste l'ignorer, en fait. Donc, voilà, un ensemble de capacités de négociation et puis de connaître aussi quelles sont nos forces et nos faiblesses, dans quelle mesure on est en capacité de pouvoir faire plier un pays comme les États-Unis ou des choses comme ça. Xavier Latil, quand on parle de souveraineté numérique, est-ce que de souveraineté, Emmanuel Macron en a parlé encore hier à Vivatech, voilà, c'est son cheval de bataille. Emmanuel Macron dit beaucoup de choses, ça ne se vérifie pas toujours derrière dans les faits. Aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens d'une souveraineté numérique française ou en tout cas européenne? Alors, française, je dirais que même si on est les champions européens de la tech, la Startup Nation, la France tout seul, on ne pèse pas grand-chose finalement. Par contre, au niveau européen, l'Europe, il y a une population plus importante qu'aux États-Unis déjà. Même si on a moins de moyens, je pense que ça se joue au niveau européen et il est essentiel d'avoir cette souveraineté et de ne pas être dépendant à 100%, même si ça va continuer, parce que Google, les GAFAM sont américains. Il est essentiel de travailler là-dessus et de faire en sorte que cette dépendance diminue. Et c'est le cheval de bataille d'Emmanuel Macron qui essaye de convaincre les partenaires européens de le suivre dans cette logique. Et comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer cette dépendance concrètement? Ça passe malheureusement par des investissements pour que des sociétés comme, on a parlé de Mistral, mais il y en a bien d'autres en France, puissent grandir et être compétitives au niveau mondial. Et surtout, le défaut qu'on avait il y a encore quelques années en France, souvent, c'est qu'on avait beaucoup d'idées, et ces idées partaient outre-Atlantique. Pourquoi? Parce que les financements, la simplification administrative, etc., aux États-Unis, c'était très simple. On a échangé tout à l'heure, il faut 3 heures pour faire une boîte aux États-Unis. En France, c'est compliqué. Donc, il y a tout ce travail-là, et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, Donald Trump nous aide,
puisque nos talents et nos startups arrêtent de fuir aux États-Unis, ou du moins fuient moins. Est-ce que ça passe aussi, alors ces investissements, est-ce que ça passe aussi par des investissements dans des constructions? Je dis ça parce qu'il y a de ça quelques jours à peine, au sommet Choose France, c'était il y a 3 semaines, Emmanuel Macron avait dévoilé le projet d'un grand campus consacré à l'IA, une infrastructure qui sera construite en Ile-de-France en 2026. C'est quelque chose qu'on a peut-être un peu tendance à gommer, mais pour être souverain numériquement dans le digital, il faut avoir des infrastructures bien réelles. Alors, déjà, il faut former nos talents, donc la jeunesse. Donc, il faut leur donner envie d'aller vers les technologies. Il faut avoir les capacités de les former et de les bien former. Ils ont envie, généralement. Ça, ils ont envie. Mais il faut avoir la capacité de bien les former. Ouais. Ça, c'est très important. Et les former jusqu'au bout. Pas qu'on fasse le début de la formation et qu'après, ils partent au MIT parce que c'est plus sympa sur un CV. Voilà. Et puis ensuite, oui, construire des infrastructures en France ou en Europe. Et ça, il y a eu des annonces là-dessus sur du cloud, etc. Et je reviens dans le bon sens, ces constructions. Sur l'annonce d'hier d'Emmanuel Macron, enfin de Nvidia, et puis Emmanuel Macron a rebondi dessus, où en fin d'échange avec le patron de Nvidia, il a quand même glissé qu'il souhaitait que Nvidia vienne produire. Ouais. Sur le sol français. Oui, il n'y a pas eu trop de réponses de la part de le patron de Nvidia a juste dit, vous savez, en fait, le premier chipset Nvidia a été produit en France, parce que c'était Thomson. Voilà. Oui. Baptiste Richard, vous, avec votre start-up Déjà Blue, est-ce que le Made in France, Made in Europe, c'est quelque chose de concret ou bien c'est difficile? Alors, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. Maintenant, quand vient la décision de prendre un acteur américain ou un acteur européen, forcément, il y a des questions de performance qui rentrent en jeu. Je vais prendre l'exemple des solutions cloud. C'est vrai qu'aujourd'hui, AWS ou Google Cloud ont quand même une longueur d'avance sur des solutions comme OVH ou comme d'autres acteurs européens d'ailleurs. Maintenant, je pense que nous, en tant que start-up, que fondateurs, que dirigeants, on a aussi une responsabilité d'aller encourager ces filières-là et d'aller choisir des solutions européennes. Et je pense que voilà, ça fait partie de notre rôle. Une question de performance et une question de coût aussi, j'imagine. Alors, il y a une question de performance et une question de coût, mais effectivement à coût égal, en supposant qu'effectivement des solutions européennes puissent s'aligner sur les coûts des solutions américaines. Il y a effectivement une question de performance parce que, on l'a dit un peu plus tôt, il y a quand même de l'avance aux États-Unis. Maintenant, voilà, nous on essaie d'être responsable de cette façon-là et d'essayer toujours d'aller sourcer différents produits. D'aller regarder ce qui se fait en Europe et ce qui se fait outre-Atlantique et d'essayer d'avoir un rôle juste de ce point de vue-là. Est-ce que, comme Xavier Latil, vous avez aussi cette... est-ce que vous sentez aussi chez les investisseurs que vous rencontrez que mettre en avant cette souveraineté numérique européenne, c'est un argument pour les attirer, ou bien l'inverse, c'est plutôt un repoussoir? Je dirais que c'est vraiment un argument au niveau des clients. Le Made in France, le Made in Europe, c'est quelque chose qui compte énormément. C'est aussi vrai pour la vente de hardware. Donc dès que j'installe un objet physique, mais c'est aussi vrai pour le software. On sent que c'est très très important. Maintenant, au niveau des investisseurs, je pense que les investisseurs se rendent bien compte que la France est de plus en plus attirante pour créer des nouvelles entreprises. On voit récemment qu'il y a un afflux de venture capitalistes américains qui viennent faire leur marché en Europe et qui viennent investir de plus en plus outre-Atlantique. Et je pense que ça montre qu'on a, ces dernières années, favorisé la compétitivité de nos startups, que ça va dans la bonne direction. Moi, c'est mais ils le font dans le font dans une logique de vol. Impérialiste. Impérialiste. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils mettent un petit ticket dans la startup, et puis après, ils te disent consomme le plus vite possible, et puis du coup, 18 mois plus tard, tu n'as plus d'argent. Et du coup, tu es obligé de relever. Et là, le VC te dit « Ah ben non, mais là, il faut mettre beaucoup plus d'argent, donc je vais prendre plus de 50%. » Et hop, ton entreprise est devenue américaine. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe, et même d'entreprises qui ont été créées en France, et certains venture capitalistes américains qui les obligent à réincorporer aux États-Unis au moment de la deuxième ou troisième levée de fonds. Ou de Snowflake. Il n'y a pas que les Américains. Si on regarde Dubaï, les investisseurs Dubaïotes, ils obligent à faire une holding, une société à Dubaï, qui est la maison mère en fait au final. Et puis il y aura le même schéma, et ils prennent plus de 50%, et c'est parti, on est français. Ce que vous dites, Emmanuel Vignon, c'est qu'on est un peu naïf en France, c'est ça? Alors, je ne sais pas si on est naïf ou si on manque cruellement de moyens, parce que quand je discute avec des gestionnaires de fonds, ils aimeraient bien avoir beaucoup plus de financement. Mais il y a beaucoup de choses à changer là-dedans. Il y a toujours cette espèce de malaise qu'on a en France avec le fait d'avoir
des milliardaires qui seraient capables quelque part de financer un écosystème. Moi, je pense qu'il y a un rôle extrêmement important que doivent assumer les gens qui sont en responsabilité. Et c'est pas que Emmanuel Macron qui dit je vais construire 18 000 GPU avec Mistral et Nvidia. C'est pas que l'État, c'est aussi les chefs d'entreprise. Ce sont les chefs d'entreprise à tous les niveaux qui doivent faire preuve d'une certaine forme de courage pour dire ok, je choisis de payer peut-être 10 ou 15% de plus pour une solution qui va être moins performante que AWS, donc la solution d'Amazon, ou GCP, la solution de Google, ou la solution de Microsoft, pour choisir une solution qui va être plus souveraine, encore faut-il définir ce que ça veut dire que souverain, d'accord ? Mais j'accepte de le faire, j'accepte que ce soit un peu plus dur, que ma compétitivité soit un petit peu fragilisée par rapport à ça, mais dans une certaine mesure, tous les patrons doivent prendre des décisions aussi dans ce pas. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, on n'ait pas... Enfin, il y a quelques exemples qui montrent qu'on est prêt à le faire. CMA-CGM a fait le choix de Mistral, SNCF aussi. SNCF, voilà, il y a le DSI de la Caisse nationale des allocations familiales qui a fait le choix de partir avec Outscale aussi, qui est un cloud souverain, qui a cette certification Secnum Cloud, qui pour moi est probablement le moyen le plus concret de mesurer si on est souverain ou pas. Et est-ce que vous entendez cet argument qui est de dire bon, on a envie d'utiliser ces outils, mais ils ne sont pas assez performants. On aimerait utiliser Mistral, c'est pas assez performant par rapport, par exemple, à ChatGPT. Oui. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, avec le secteur de l'assurance. Et dans le secteur de l'assurance, il y a c'est un secteur qui utilise de l'intelligence artificielle depuis probablement une dizaine d'années. Hein, c'est un secteur qui est assez mature sur le sujet. J'ai beaucoup d'exemples dans lesquels, au début de nos échanges, il y a cette notion de dire bon, est-ce que c'est souverain, et puis en fait, à la fin, malheureusement, on part, enfin malheureusement ou heureusement, on est un peu coincé. Oui, en fait, mais par la force des choses et par design, comme on est sur des technologies d'innovation, sur lesquelles vous évoquiez tout à l'heure la notion de est-ce que c'est rentable ? La rentabilité, elle dépend aussi de la performance. Donc forcément, moi, je comprends aussi ces situations-là. C'est-à-dire qu'on a quelque chose dont on ne maîtrise pas trop le fonctionnement, dont on ne maîtrise pas trop la performance, ou des choses comme ça. Donc, on a envie d'avoir le meilleur. Et c'est pas plus coûteux, encore, c'est même moins coûteux, mais c'est pas plus difficile. Je ne suis pas en train de transporter des millions de tonnes de sable d'un endroit A à un endroit B. Donc, j'ai juste à changer une ligne de code et je passe de Mistral à Gemini, en fait. Donc c'est extrêmement facile. J'ai très peu de barrières, en fait, pour pouvoir... pour passer d'un modèle à l'autre. Et j'imagine qu'au plus, il y a évidemment d'acteurs qui utilisent une solution, au plus, potentiellement, elle va devenir performante et donc au plus, on pourra en réduire le prix. Ce que vous dites est extrêmement importante pour Mistral. C'est-à-dire que si on est très peu à utiliser Mistral, en fait, Mistral va juste stagner, végéter et mourir. Donc il faut qu'on l'utilise. Il faut qu'on accepte tous. Mais il faut une vision nationale ou européenne, je ne sais pas. Mais il faut une vision à un moment donné et qu'on soit tous derrière à se dire on y va et on va tous sur Mistral. Alors, à propos de vision, on parlait d'Emmanuel Macron, on parle de l'État. Ce qui me frappe à Vivatech dans le salon, c'est qu'on croise aussi des stands de différentes régions. Par exemple, la région Île-de-France qui est présente, qui a un stand, notamment pour montrer des startups qu'elle soutient, qu'elle a encouragées, soutenues. Est-ce que c'est important aussi d'avoir ce soutien pour les entrepreneurs que vous êtes, d'avoir un soutien au niveau des régions, au niveau plus local, voire est-ce que ces solutions technologiques, pour vous, elles peuvent améliorer concrètement le fonctionnement des institutions publiques ? Complètement. Complètement. En fait, quand on est une start-up, on est entrepreneur, on démarre. Généralement, on n'a pas beaucoup de moyens. On se concentre vraiment sur la solution, le business, et avoir l'aide des régions, de l'État, qui vont vous héberger sur leur stand. Ça permet d'avoir de la visibilité, de rencontrer des décideurs, des grandes entreprises, et de mettre en lumière finalement votre solution, quelle qu'elle soit. Et ça va vous aider à grandir. C'est pas gadget, quoi. Non, c'est pas gadget. C'est important. Et puis Vivatech, alors c'est pas là où ils vont lever de l'argent, mais ça permet de les mettre en lumière aussi vis-à-vis des VC, des investisseurs, des business angels, on les appelle comme on veut. Donc c'est très important. Baptiste Richard, vous êtes très actif à Paris en particulier. C'est important pour vous, ce soutien des pouvoirs publics à un niveau local ? Ouais, c'est important. Nous, on a la chance d'être soutenus par la région Île-de-France. On a été financé
très très tôt dans notre aventure par la région Île-de-France, donc il y a un soutien qui est déjà financier. Mais au-delà, je trouve que la région a une faculté à rassembler un écosystème, à faire se rencontrer des entrepreneurs dans des thèmes similaires. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Et après, je pense que la région, la métropole, les communautés de communes, les communes, ont un rôle aussi d'incubateur. J'avais une discussion avec un maire hier à un événement en marge de Vivatech, et il y a ces périodes d'incubation où on peut créer des projets et collaborations pro-publiques qui permettent de déployer une solution d'innovation directement dans une commune. Il y a des aides du gouvernement qui permettent de faire ça, et donc ça montre que les communes également ont ce rôle d'innovation et ont ce rôle de soutien aux startups. Et voilà, quelque chose de très important. Et ça peut déjà aujourd'hui, ces modèles peuvent déjà aujourd'hui aider les collectivités, enfin les communes, oui, absolument, la région. Absolument. Il y a de la valeur au niveau des États et au niveau de la grande Non, il y a de la valeur au niveau local. Il y a des élus qui s'engagent tous les jours et qui sont sponsors de ces solutions d'innovation. Voilà, je pense que c'est très important de le souligner, et leur rôle au niveau local est de faire connaître ces solutions, de les rendre plus proches des citoyens et plus concrets. Il faut rappeler que Vivatech, c'est quand même un événement à Paris qui est très centralisé, et je pense que c'est important au-delà qu'on puisse aller infuser tout ça dans les communes de France, et que ces innovations puissent finalement avoir un aspect concret sur la vie des citoyens en France. Emmanuel Vignon. J'habite à Rueil-Malmaison. Et à Rueil-Malmaison, la mairie a mis en place un GPT, un chatbot, qui permet d'interagir avec toutes les informations qui sont présentes sur le site. Alors, par exemple, j'oublie toujours quand est-ce que passe le camion qui enlève les déchets verts au jardin. Voilà. Donc, je pose la question, quand est-ce que passent les déchets verts, et je trouve la réponse rapidement. Et là, c'est de l'application concrète de l'IA. Exactement. Il y a vraiment, c'est très positif pour tous les citoyens et pour la municipalité. Ouais. Encore une courte question, messieurs. Xavier Latisse, je vous donne la parole dans un instant. Emmanuel Macron, hier à l'ouverture du salon Vivatech, il portait ce fameux petit coq rouge, le symbole du label de la French Tech. Voilà, exactement, qui est un label qui a été créé en 2013. 12 ans plus tard, est-ce que ce label French Tech, est-ce que c'est un succès ou bien c'est mitigé d'après vous? Alors, pour moi, c'est un succès, pas que en France. J'ai eu la chance de beaucoup voyager pour mon travail, notamment à Singapour et à Barcelone. Et la communauté French Tech à Singapour et à Barcelone aussi est absolument incroyable. Alors après, ça dépend de la personne qui anime la communauté au niveau local, si c'est quelqu'un de très actif ou pas. Mais ça permet, ça donne vraiment la capacité donc aux boîtes tech françaises de grandir en France et à l'étranger. Donc c'est un label qui est important, mais aussi surtout à l'international. En un mot, messieurs, ce label French Tech. Moi, j'aime bien ce label French Tech, c'est une marque, ça permet de réunir derrière des intérêts communs une communauté. Donc on peut dire que c'est juste du marketing, mais je pense que ça va plus que ça, ça va au-delà du marketing. Je pense que c'est un label qui s'est transformé. Je pense que Choose France, le sommet de Choose France, qu'anime Emmanuel Macron, quelque part, il est proche. Est-ce que ça a vocation à fusionner? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour moi un peu une évolution de la capitalisation sur cette marque France. Et je pense qu'il faut continuer dans cette logique-là. Et les fruits, d'ailleurs, il y a un écosystème de start-up qui s'est créé sur les 10 dernières années qui est là pour le dire. Conto, Blablacar, voilà. Donc il y a quand même des choses qui se sont... il y a une vraie entraide. Entre il y a une vraie entraide, moi, je suis sur le groupe WhatsApp de la French Tech Singapour, donc c'est tous les gens, et il y a une vraie entraide permanente. Qui se crée. Un dernier mot, Baptiste Richard? Voilà, nous on a la chance d'exposer sur le stand de la French Tech Grand Paris. Alors voilà, je me disais, il va nous donner rendez-vous à Vivatech, voilà. C'est vrai, du coup, il y a cette entraide, il y a cette communauté. On a Gabriel Attal qui était ce matin sur le stand, il y a des chefs d'entreprise qui passent toute la journée, et donc on voit que ça insuffle un dynamisme. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous à tous sur le stand de la French Tech samedi, si vous avez l'occasion de nous visiter. Et bien voilà, le rendez-vous est pris. Je rappelle que le salon Vivatech, c'est donc à la porte de Versailles jusqu'au 14 juin. Ce sera ouvert pour le grand public le 14 juin précisément, donc ce samedi. J'ajoute également que la région Île-de-France est également présente, donc elle sera au stand J33 dans le hall 1. Voilà, c'est dit, n'hésitez pas à leur rendre visite et à vous rendre visite. Baptiste Richard, merci beaucoup. Emmanuel Vignon, Xavier Lutil, merci d'être venus tous les trois nous partager votre point de vue. Merci à vous. Je vous propose à présent de partir sur les traces de l'une des plus grandes souveraines de l'histoire.
Et cette grande souveraine, vous la connaissez forcément, ne serait-ce que de nom. Elle s'appelle Cléopâtre. Bonjour Claude Mollard. C'était pour Cléopâtre. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le commissaire de l'exposition Le Mystère Cléopâtre qui vient de démarrer à l'Institut du monde arabe et jusqu'au 11 janvier 2026. Alors, Cléopâtre, c'est l'une des souveraines les plus populaires de l'histoire, sauf que ce que nous connaissons d'elle la plupart du temps, en réalité, ce sont des mythes et des légendes. Mais oui, parce que elle a été tellement audacieuse face à la puissance romaine, voulant faire résister l'Égypte à l'autorité romaine, qu'elle est allée jusqu'à accepter de mourir pour ne pas se rendre. Donc ça devient une héroïne. Et donc il n'y a rien de tel que pour créer des légendes. Une autre héroïne qui a fait la même chose, qui est-ce? Jeanne d'Arc. Alors, j'allais vous dire Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. D'ailleurs, les deux se sont un petit peu mélangés dans le mythe à certaines époques. D'où s'est créé, alors, toutes les légendes qui courent autour de Cléopâtre, que ce soit son nez, que ce soit le fait que c'était une femme tentatrice qui séduisait les hommes, etc., etc. Cette légende noire, on va dire, qui l'a créée en réalité? Eh bien, c'est Auguste. Octave, le petit-neveu de César, lorsque César est assassiné, en 44 avant notre ère, Octave se venge d'abord des assassins, puis ensuite partage la Méditerranée avec le lieutenant de César, et c'est la co-gouvernance d'Octave à Rome et de Marc-Antoine à Athènes. Et puis, comme César, Marc-Antoine va rencontrer Cléopâtre, et donc il va tomber sous son charme, mais en même temps, elle va obtenir de lui des donations, c'est-à-dire qu'elle va récupérer des territoires romains. Donc elle résiste à Octave, jusqu'à une guerre qui a lieu, qu'elle perd, et donc c'est là qu'elle se suicide en 31, en 30 avant notre ère, après une défaite en 31, en Grèce, à Actium, pour ne pas être humiliée dans le triomphe d'Octave à Rome. Et donc Octave va se venger de ces 20 années de résistance de l'Égypte en la traitant de prostituée, de nymphomane, de affreuse dame, alors que c'était une souveraine éclairée. Donc l'un des mystères, c'est ça, c'est de comprendre qu'elle était une souveraine éclairée et non pas le produit de cette légende créée de toutes pièces par Octave. Alors, et puis le nez. On en parlait. Eh bien oui, donc je vous réponds. Quel est le mystère du nez? C'est que il y a des portraits de Cléopâtre, mais un portrait se voit de face. Pour connaître la séduction d'une femme, il faut voir ses yeux, il faut voir ses lèvres, son sourire. Mais quand on fait des pièces de monnaie, on voit des profils, on ne sait pas faire la face. Et donc, Cléopâtre, quand on a cherché à quoi elle ressemblait, on s'est dirigé vers les pièces de monnaie. Et donc, on voit son nez. Parce que quand le profil, c'est un nez. Et elle avait un nez normal, mais un nez royal, comme le nez des Bourbons. Ce qui fait que Blaise Pascal, au XVIIe siècle, parle du nez de Cléopâtre. S'il eût été plus court, le reste de la Terre aurait changé. Alors, ce qui est fascinant dans votre exposition à l'Institut du monde arabe, Claude Mollard, c'est qu'on trouve sur 2 étages à la fois des vestiges antiques, mais on trouve aussi des tableaux classiques, on trouve de la publicité, on trouve des films, on trouve des objets quasiment des produits de consommation. Cléopâtre, on va revenir bien sûr sur son histoire, mais on a l'impression que chaque époque se l'est en quelque sorte réappropriée. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut dire ça parce que pendant 1000 ans, il ne se passe rien après la mort de Cléopâtre. Les auteurs romains écrivent ce que j'ai dit d'elle, ils la noircissent, et puis silence radio, jusqu'à la Renaissance. Et là, les Italiens retrouvent les manuscrits grecs et romains, les Français aussi, se mettent à écrire, à peindre, et à imaginer cette Cléopâtre. Pourquoi? Avec abondance. Parce qu'à l'époque, l'Église catholique, d'un côté, les souverains royaux de l'autre, ne sont pas très favorables au développement de sculptures ou de l'érotisme présenté dans les peintures, de propos traitant de la liberté sexuelle des femmes, etc., etc., ce que les Romains avaient présenté. Et donc,
et il va y avoir une sorte de convergence des artistes et des écrivains, le grand Shakespeare par exemple, pour porter au nu, c'est le cas de le dire, Cléopâtre. Et donc, il y a une sorte d'entrain qui se produit, tout le monde veut en être, et donc Cléopâtre est une création collective, ça devient une invention permanente. Et donc, avec le cinéma, ça devient universel sur l'ensemble de la Avec Liz scène. Taylor, Monica Bellucci, Voilà. Sarah Bernard avant sur, Voilà. sur dans le théâtre. Elle est partout, donc elle fait vendre. Donc, elle va dans la publicité. On l'utilise. Elle avait oublié, figurez-vous, de déposer sa marque à l'INPI. Et donc, comment voulez-vous, tout le monde l'utilise. Et donc elle a été à la fois icône de la mode, icône féministe, Exactement. icône révolutionnaire, on l'a mis à toutes les sauces. À cette toutes les pauvre sauces. Et Cléopâtre. donc, même les Américains d'origine noire, pendant la guerre de sécession, font référence à Cléopâtre et vont jusqu'à la noircir. Non pas qu'elle était noire, mais parce qu'ils pensaient qu'elle était peut-être d'origine africaine, assimilable à leurs propres conditions. Donc, libération de l'esclavage, à nous, Cléopâtre. Donc, quelque part, tout le monde se l'a réapproprié un petit peu, ce qui rend évidemment difficile le fait de savoir qui elle était. Alors justement, qui est-ce qu'elle était vraiment, Cléopâtre? Et est-ce qu'on le sait, Claude Mollard? Parce que on a très peu de sources, à ma connaissance, par exemple, on n'a pas d'écrit de sa main, les deux de Cléopâtre. Alors, on a peut-être une signature qui est exposée dans l'exposition, car on a un accord passé entre un ami, un Romain, un commerçant proche de Antoine, donc qui était le vice-roi d'Égypte avec Cléopâtre, et Cléopâtre, disant que Cléopâtre exportait le blé de la vallée du Nil. L'Égypte était le pays le plus riche que Rome à l'époque. Et en contrepartie, ce Romain exportait vers l'Égypte du vin grec, non pas italien, mais grec. En tous les cas, elle s'est marquée « Ainsi soit-il » en grec, non pas en grec, en égyptien, en démotique, c'est-à-dire la langue courante de l'égyptien de l'époque. « Ainsi soit-il » et dessous, il y a une signature qui pourrait être celle de Cléopâtre. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que Cléopâtre était un fin stratège politique? Vous l'esquissiez un peu tout à l'heure. Elle a tout de même énormément, très très bien mené sa barque. Elle a mené de nombreuses réformes en Égypte. Elle a maintenu la paix entre les différentes communautés. Parmi ces réformes, il y a notamment des réformes monétaires qui ont été essentielles. Oui, et notamment, elle a banalisé l'usage de la monnaie en bronze, non plus en or et en argent. Donc, la pièce de monnaie que l'on a mis à l'entrée, on a agrandi pour montrer son profil, c'est une pièce en bronze, mais au lieu d'utiliser les monnaies par leur poids, elle a eu l'innovation de mettre le nombre pas de centimes, enfin l'équivalent à l'époque de la valeur même d'une monnaie. Donc elle ne pouvait pas se déprécier. La valeur de la monnaie était arrêtée, et notamment par rapport à la monnaie romaine. Et ça, c'était novateur à l'époque. Complètement. Et ça a été une grande souveraine de l'Égypte? Oui. Ça a été une grande souveraine. Au-delà de sa légende, de tout ce qu'on a pu tisser autour de son nom. Notamment les légendes éthiopiennes et arabes du 8e, 9e, du Moyen-Âge, qui parlent de Cléopâtre, rendent compte d'une femme qui a su garder l'équilibre, qui a su conserver, même accroître les territoires de l'Égypte. Et donc, c'est la dernière souveraine égyptienne, gréco-égyptienne, mais c'est une grande souveraine qui a construit des temples, qui a maintenu un équilibre entre les croyances égyptiennes antiques et les croyances grecques. Et donc on a le panthéon grec et égyptien, tout est mélangé. Donc c'est une femme qui a joué le syncrétisme. D'une certaine manière, elle a été laïque avant la lettre. Elle tolérait à Alexandrie, la plus grande ville de la Méditerranée, les Juifs, les Égyptiens et les Grecs, avec leur culte et même leurs tribunaux. Et tout ça faisait un équilibre tellement attractif que César, le grand César, le valeureux César, qui arrive à Alexandrie, poursuivant Pompée, son gendre est néanmoins ennemi, reçoit la tête que lui avait fait couper le frère de Cléopâtre, exite le frère, il met Cléopâtre sur le trône. Oui, elle n'était pas destinée au trône à l'origine, Cléopâtre. Si, son père, Ptolémée XII, l'avait fait monter sur le trône en 51 avant notre ère. Mais elle a été exclue par un de ses frères, parce qu'en Égypte, à cette époque,
le gouvernement est souvent exercé par un couple. Le frère et la sœur, ou l'amante et l'amant. Et est-ce qu'on peut dire que Cléopâtre avait une forme de génie politique? Oui, c'est certainement une femme, un génie politique, mais qui va, comment dirais-je, qui va jusqu'à l'héroïsation. Un peu comme Jean Moulin avait un génie politique. Et là, je retombe sur la définition du héros. Il faut mourir au combat pour devenir une légende. Et c'était le cas de Cléopâtre, évidemment. Merci beaucoup, Claude Mollard. Le mystère Cléopâtre, votre exposition, donc passionnante, c'est à l'Institut du monde arabe, c'est jusqu'au 11 janvier 2026. Et donc, je le disais, mais si vous pensez connaître le personnage de Cléopâtre, eh bien, vous risquez bien d'être surpris en visitant cette exposition. Merci encore à vous d'être venu nous en parler. Allez, c'est bientôt la fin de la semaine. C'est l'heure d'envoyer balader toutes les conventions. Enfin, d'envoyer tout balader, ou presque. Bonjour Laurence Aloche. Bonjour, bonsoir. On vous retrouve comme tous les jeudis. Bonjour, bonsoir, vous êtes la rédactrice en chef de la rubrique Art de vivre au Figaro Magazine. Alors cette semaine, Laurence, vous nous invitez à manger autrement, de façon moins conventionnelle, justement, alors que ce soit en termes de lieux ou de propositions culinaires. Et vous nous parlez d'une nouvelle tendance. Une nouvelle tendance. Est-ce que vous n'avez pas eu envie, pour un déjeuner sur le pouce ou un dîner entre amis un peu décontracté, de laisser passagèrement de côté le petit bistrot ou le restaurant? Mais bien sûr. Pour préférer une dégustation un peu différente dans des lieux auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Première piste, le coffee shop. C'est une tendance qui se multiplient à Paris. On en trouve dans tous les quartiers maintenant. C'est insensé, les ouvertures de coffee shop. Vous en avez un notamment que je n'ai pas testé, dont je reviendrai pour vous en parler à un autre moment, qui s'appelle le Bacha Coffee, qui est sur les Champs-Élysées. C'est absolument hallucinant. Il y a 200 variétés de café, une décoration dans l'esprit marocain. C'est majestueux. Et alors, ce que j'ai noté, c'est que pour alimenter justement l'angle de cette chronique, c'est qu'on peut avoir de véritables assiettes cuisinées. Alors, c'est ça. Notamment, voilà, vous pensez pâtisserie, coffee shop, pâtisserie, a priori, etc. j'y vais pour prendre un café, une pâtisserie, et pas du tout un repas complet dans un coffee shop. Ce que je veux absolument souligner, c'est qu'on peut avoir de petites assiettes qui sont à la hauteur de très grandes et belles assiettes cuisinées. Et notamment, au Bacha Coffee, ils font des raviolis avec une recette très atypique que je n'ai pas dégustée encore, mais qui est à base de poulet, d'huîtres et de cacahuètes. Et vous avez comme ça maintenant plusieurs adresses qui permettent de se régaler de façon moins conventionnelle. Effectivement, on en a marre du menu imposé, des horaires un peu plus élastiques, on peut arriver un peu tard au moment du déjeuner. Et puis quand on a faim, quoi. On oublie la convention du repas codifié, entrée, plat, dessert. Là, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez en prendre trois entrées ou un seul plat. On est libre. Alors, j'imagine, Laurence, que vous n'avez pas fait que regarder. Qu'est-ce que vous avez goûté et qu'est-ce que vous avez aimé? Alors, écoutez, je suis allée chez Wani. Alors, Wani, on est à côté du marché Saint-Germain-des-Prés, enfin du bon marché, pardon. C'est très très bien situé. Vous allez peut-être passer sans vous rendre compte qu'il y a cette petite perle qui est plus un salon de thé, parce qu'on y propose beaucoup de thé. C'est entre le laboratoire et le comptoir de dégustation, des murs blancs, très sobres, c'est très, très zen. Hein. Il faut l'être d'ailleurs parce que c'est tout l'intérêt du coffee shop, pour le chef comme pour la clientèle, c'est qu'on se laisse aller, on ne s'énerve pas, il y a un rythme très différent, il y a une grande liberté pour le cuisinier comme pour la clientèle d'être sur la découverte. Le chef, il est hyper connu, il était chez Botanique, je regarde ma fiche pour ne pas me tromper, c'est Sugio Yamaguchi, il est japonais et il a un talent absolument fou. Il faut absolument que vous vous laissiez aller à la curiosité de ce qu'il prépare, vous allez pouvoir le regarder derrière son comptoir, il prépare à la minute des assiettes minutieuses. Il a des attentions de brodeur pour faire ses assiettes. J'ai par exemple dégusté un thon rouge qui était présenté dans une coquille Saint-Jacques avec des petites fleurs de ciboulette, un assaisonnement délicieux asiatique. On retrouve du yuzu, du soja. C'était exquis. Franchement, on a eu ça dans un restaurant bistronomique. Je me serais régalée tout autant. Vous avez, alors très très rare, parce qu'il fait aussi des huîtres et autres curiosités. Et là, il faut y aller. Mais ce sont les pousse-pieds. Alors effectivement, moi j'appelle ça des orteils marins. C'est pas forcément appétissant. C'est pas très très excitant comme ça à la vue. Mais si on aime les choses très iodées, c'est vraiment excellent. Et puis l'iode est apaisé là avec un lait végétal caillé. On retrouve des petites fleurs de magnolia. Et franchement, si on doit oser, moi je me dis que c'est un bon endroit
pour tenter l'affaire. Eh ben allez, pourquoi pas. Alors, deuxième adresse que vous nous conseillez, toujours rive gauche, dans le 7e arrondissement, c'est le Coffee Shop Constant. C'est un nom, pour le coup, qui est connu dans le milieu de la gastronomie et qui est connu dans le quartier. Si je vous dis Christian Constant, ça vous dit peut-être quelque chose. Effectivement. Chef étoilé, dans le quartier, il a eu 3 établissements. Il a passé la main maintenant, mais il a eu le Violon d'Ingres, les Cocottes. Vous aviez aussi le Café Constant, qui faisait l'angle de la rue Augereau, où son fils, Benjamin, a décidé d'ouvrir, lui, un coffee shop. Alors, Benjamin, il a suivi à un moment donné la voie de papa. Il a fait un peu de restauration. Il a été notamment à la Régalade, où il a passé quelques années, où il a été formé de façon très, très, comment dire, positive. Et puis il a eu envie de rencontrer plutôt la clientèle du coffee shop, qu'il trouve différente, là encore, avec davantage de décontraction, moins codifiée. Son petit café est vraiment une perle. Tout est fait à la maison, j'allais dire, presque. Il y a une véritable cuisine où il y a Tracy, on retrouve papa souvent qui vient filer un coup de main. Alors lui, c'est vraiment le coffee shop, mais à la française, avec dans les assiettes des spécialités plutôt bistrotières. Vous allez notamment retrouver le fameux, parce que Christian Constant le faisait, qui est ce croque-monsieur absolument sublime. Il est vraiment dans mon top 10 des meilleurs croque-monsieur de Paris. Là, vous me donnez faim, Vous avez un jambon Prince de Paris. Vous pouvez l'associer avec une petite salade. Il y a toujours des salades. La carte change très très régulièrement. Le matin, ça ouvre à 8h30, vous pouvez avoir des viennoiseries, des chaussons aux pommes, le cake au citron, le pain perdu de croissant, enfin c'est sublime. C'est très très bon. Midi, un petit sandwich. On retrouve toujours la qualité des ingrédients avec un pain de chez Mamiche, qui est un pain de qualité. Et puis, alors, vous vous laissez aller sur les tartes notamment, parce que j'ai pu déguster. Il y avait une tarte aux pêches, une tarte aux fraises. C'est au jour le jour. Il y en a, il n'y en a pas. Il faut saisir l'impulsion du moment. Et qui était mais vraiment à la hauteur de très grandes pâtisseries. C'est vraiment une bonne adresse. Alors voilà pour les bonnes adresses. On parlait de coffee shop. Laurence, qu'est-ce qui caractérise la clientèle des coffee shops? Qui va là-bas? J'allais dire, ça répond un peu à l'attente qu'ont eu ces chefs, qui avaient toute une jeune génération, qui avait envie de s'échapper, de se libérer de la codification en fait, du restaurant, de la rigidité. Et vous allez avoir une clientèle qui est dans le même état d'esprit, en fait. Plutôt jeune, j'imagine? Plutôt jeune. Ils ont envie de picorer, de partager des assiettes, de ne pas forcément s'asseoir dans un confort total, parce qu'on passe à table ou pas, mais là, en l'occurrence, dans les 2 adresses dont je viens vous parler, on est plutôt sur des petits tabourets, au-dessus d'une caisse qui sert de table basse. Donc, c'est la décontraction. Et puis, c'est vrai que Benjamin me disait, mais moi, j'aime bien cette clientèle qui, en fait, vient pour se régaler parce que ce sont des connaisseurs. Un spécialiste du café qui apprécie vraiment les cafés de grands crus de terroir, etc., il va être aussi exigeant sur la qualité du produit. Donc, c'est à la fois un hédoniste, connaisseur et cool. C'est parfait, c'est ma définition, c'est la vôtre aussi. Alors Laurence, vous aviez enfin très envie d'évoquer une autre formule. On est chez Grain, alors pas le grain de café, mais le grain du raisin. C'est une cave à manger et je crois que l'assiette que vous y avez trouvée vous a épaté. Alors j'allais dire presque autant que les vins. Très très belle sélection de vins. On a un duo qui est Adrien pour les vins, justement. C'est vraiment sommelier, il connaît parfaitement sa partition. Et puis Léo, lui, il est vraiment il est maître houblonné, je ne sais pas si on le dit ça, mais en tout cas, et pour la cidrerie, il a des tas de trouvailles. Tous les deux, ils vont vous régaler sur tout ce qui va aller dans votre verre. Vous y allez les yeux fermés, vous allez découvrir des pépites. Mais quand j'y suis allée, j'ai eu un coup de cœur total pour la cuisine de Henri qui est brésilien, Baldivieso Caceres, je dois vous prononcez bien. Et alors, il a fait des choses, il a voyagé, il a beaucoup rencontré de chefs triplement étoilés, donc il est hyper capé pour proposer des créations qui sont, mais franchement, des petites assiettes qui sont des pures merveilles de raffinement, de poésie. Alors, vous avez des huîtres, on retrouve les huîtres avec une sauce thaïlandaise. Il y avait notamment une spécialité qui s'appelle le pilo, qui est brésilien, qui est avec des perles du Japon et qui est avec de l'aloumi, ce fromage, perles du Japon, c'est frit. C'est d'une gourmandise totale. Et franchement, de l'entrée au dessert jusqu'au cheesecake qui est fait avec du yuzu, il a beaucoup voyagé. Et vous avez vraiment une carte salée et sucrée qui vaut plus que le détour. Il a un concurrent qui est pas loin, qui est l'avant-comptoir d'Yves Cantbord, où il y a toujours beaucoup de monde. Mais là, c'est une alternative vraiment très sérieuse, notamment pour les gourmets. Hein. C'est vraiment... j'allais dire, un vrai plaisir de trouver des petites assiettes où on peut picorer, partager. Et passer un très bon moment. Ouais, et puis vous vouliez également nous parler de parfum, mais on manquera de temps à mon avis, donc il faudra aller du coup le lire dans votre newsletter j'étais restée sur les assiettes, les grandes assiettes. Il y a une collection qui vient de sortir qui s'appelle les collections fleurs. Et vous avez, voilà, il y a
une fantaisie, j'allais dire, de motifs et d'assiettes. Et puis, si vous êtes chez vous et que vous êtes un peu chiche sur l'assiette et vous n'avez pas le talent de tous ces chefs, en tout cas, l'art de la table fera les pâtes et vous vous en sortirez très bien. Merci beaucoup, Laurence Aloche. Merci de nous avoir partagé vos coups de cœur et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en charge de la préparation de l'émission. Demain, vous retrouverez le dithyrambique Damien Canivez à la présentation de Bienvenue en Île-de-France, toujours sur le canal 34 de la TNT et sur toutes vos box. À bientôt.